Bonjour chers amis de la RTGA, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans notre rendez-vous de l'émission de santé. Et aujourd'hui, nous avons encore un nouveau numéro pour vous, où nous recevons pour vous un professeur, un éminent professeur, avec qui nous allons échanger et que je préfère introduire déjà. Bonjour docteur Chimpi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent vous connaître? Bien sûr, docteur Chimpi, Antoine Chimpi, je suis interniste, hépato-gastro-entérologue. Alors, ce n'est pas un mot barbare, hein. Ça veut simplement dire que je suis spécialiste des maladies digestives. Maladies digestives, ça veut dire l'intestin, l'estomac, de la bouche à l'anus, pour faire simple, et vous rajoutez le foie, le pancréas, et les gens aiment bien qu'on dise en plus les hémorroïdes. Voilà, je suis professeur à l'université de Kinshasa, je travaille aux cliniques universitaires et je suis heureux d'être entouré ici par mes collaborateurs. Voilà, ici nous sommes à la clinique Marie-Yvette, qui est un centre de médecine polyvalente, médecine générale, mais un peu plus spécialisé pour des maladies digestives et de l'endoscopie, diagnostique et interventionnelle, c'est-à-dire faire des examens par les voies naturelles, par la bouche, par l'anus et de l'intérieur, dans l'œsophage, dans l'estomac, dans les intestins, faire ce qu'on peut faire par voie endoscopique. Merci beaucoup pour cette brève présentation et aussi nous profitons pour saluer tous vos collaborateurs, tous ceux qui vous accompagnent. Alors, nous voulons quand même savoir, parce que nous sommes au mois de février, le 4 février, mondialement parlant, on parle de cancer, des cancers en général. Est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi les cancers? Voilà. Juste pour compléter ma présentation par rapport à votre question, je l'ai gardé plutôt pour le complément. Le 4 février, effectivement, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et pourquoi je vous parle moi de cancer? Parce que d'une part, dans mon domaine de maladies digestives, je suis oncologue, c'est-à-dire je m'occupe des cancers digestifs, cancer du foie, de l'estomac, du pancréas et le cancer du côlon. Deuxièmement, je suis moi-même engagé dans la lutte au niveau de la Ligue, parce que je suis secrétaire général de ce qu'on appelle la LINAC, la Ligue nationale congolaise des luttes contre le cancer. Et dans ce cadre-là, nous sommes dans une équipe, vous savez, il y a Dr Soulou, un des pionniers dans ce domaine de lutte contre les cancers dans notre pays, et le professeur Leboisé qui depuis a changé de casquette, on en parlera tout à l'heure. Donc tous les 4 février, au niveau mondial, il y a une organisation qu'on appelle le UICC, qui est en fait l'Organisation mondiale de lutte contre le cancer, organise une journée de sensibilisation pour que chacun de nous, dans tous les coins du monde, que nous puissions nous réveiller par rapport au cancer. Le cancer concerne tous les organes, ça peut concerner tout le monde, quel que soit l'âge, et de plus en plus, on note que le nombre de cancers ne cesse d'augmenter. Alors, c'est quoi le cancer? C'est tout simplement, vous savez, docteur, tous les jours, notre corps se modifie, se rajeunit tous les jours. En fait, les gens ne savent pas, notre peau change, se mute en fait, se rajeunit régulièrement. Donc, il y a les anciennes cellules qui meurent et la fabrication de nouvelles cellules. Quand ça se passe de façon équilibrée, on ne voit pas de problème. Mais il faut imaginer, par exemple, dans notre sang, le sang, il y a des globules rouges qui meurent tous les jours et des globules rouges qui naissent tous les jours. Ce qui fait que si le nombre au départ c'était 100 globules rouges, si 5 meurent tous les jours et 5 naissent, il y aura toujours 100. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginez qu'à un moment, il y a un dérèglement de ces phénomènes qui fait qu'on en perd toujours 5, tous les jours 5 qui meurent, mais au lieu d'en fabriquer 5, nous en fabriquons 10. Nous en fabriquons 15, nous en fabriquons 20. Donc il y a une prolifération, il y a une multiplication des cellules au-delà de la normale, ce qui fait que cette fabrication anormale va aboutir à ce qu'on appelle un cancer. C'est une fabrication anormale des cellules dans leur nombre et donc par conséquence aussi dans leur forme qui va fabriquer de mauvaises cellules. Il y a une multiplication. Cette multiplication anormale, imaginez au niveau de la peau, vous devez avoir 2 cellules ou 2 boules, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 10, ça va finir par fabriquer une tumeur, une boule, et qui va proliférer. Cette prolifération anormale, c'est ce qu'on appelle un cancer. Parce que s'il y a un nombre trop élevé de globules rouges, par exemple, dans le sang,
ça va finir par nous étouffer nous-mêmes. Oui. Dans le sang, au lieu que ça reste fluide, ça devient dur, ça devient épais, il y a des boules qui vont se former, c'est un cancer. Cet exemple-là imagé, c'est la même image en fait dans tous les organes qui se renouvellent quotidiennement et qui deviennent anormalement gros, durs, avec des boules, des tumeurs qui vont se développer dans les organes. Et comme ça continue de se développer, à un moment, ça va étouffer l'organe concerné, ça va aller dans d'autres organes, c'est ce qu'on appelle des métastases, et ces organes vont finir par étouffer la personne et le tuer. Voilà, prolifération anormale des cellules naturelles. Ok, je crois que vous avez été très très clair dans cette explication. Est-ce qu'on peut parler d'un pourcentage croissant en RDC sur les cas de cancer? Alors, c'est difficile de parler sur le plan général de tous les cancers parce que les cancers sont différents. Par exemple, les cancers du sein, qui sont le premier cancer le plus fréquent chez la femme, les cancers du col de l'utérus. Ce qu'on va dire, c'est qu'on constate que le nombre de ces cancers ne cesse d'augmenter d'année en année. On va dire qu'en Europe, par exemple, à partir de 50 ans, on demande aux femmes de faire un dépistage des cancers du sein en faisant ce qu'on appelle les mammographies, les radios du sein. Lorsqu'il y a des antécédents dans la famille, on les fait plus tôt. Avant, on dit 50 ans. Mais on se rend compte qu'à 50 ans, surtout par exemple chez nous, on trouve de plus en plus des cas de cancer. Ça veut dire qu'il ne faut pas le dépister à 50 ans, il faut le dépister plus tôt. Plus tôt, oui. Parce que si on veut parler de dépistage, ça veut dire qu'on veut dépister des éléments qui nous disent que tiens, quand on a ça, on risque de faire le cancer, donc on enlève cela. Donc on trouve que le nombre de cancers par tranche d'âge devient de plus en plus élevé. Mais ce n'est pas qu'un constat chez nous, c'est un constat dans le monde entier. Lorsqu'on prend l'exemple du cancer du côlon, par exemple, on sait que le cancer du côlon, en général, le côlon c'est le gros intestin. En général, ce cancer est précédé par des petites boules qu'on appelle des polypes. Donc, dans les pays organisés, on dit qu'à partir de 50 ans, il faut que tout le monde, hommes et femmes, ait eu un dépistage, ou par les tests, l'examen des selles, ou alors par une coloscopie. Mais on se rend compte que dans beaucoup de pays, qu'à 50 ans, il y a beaucoup de gens qui ont déjà leur cancer. Et le nombre va de plus en plus croissant. Ça veut donc dire que dans ces pays-là, comme le nôtre, il faut faire les dépistages avant 50 ans, plutôt, de façon qu'à tomber éventuellement que sur un polype qu'on peut enlever facilement et non pas sur un polype qui est devenu un cancer, auquel cas ça devient plus compliqué. Mais pour répondre à votre question, grosso modo, dans le monde entier, on note que le nombre, ce qu'on appelle la prévalence, le total des anciens et des nouveaux cas, ne cesse d'augmenter dans le monde entier. Pour donner un exemple simple, je dis que si nous sommes 100 personnes ici, je vais vous donner un chiffre qui va être choquant, c'est que la moitié de nous, 50, un jour ou un autre, vont être confrontés au cancer. On a un peu compte, près de la moitié. Quelle est cette maladie grave qui affecte autant de gens, mais ça nécessite qu'on s'arme, qu'on s'organise, ce d'autant que dans beaucoup de ces cas-là, on peut les prévenir, on peut les dépister à temps et on peut les éviter. Voilà. Donc si je comprends bien, si on les dépiste un peu plus tôt, il y a possibilité d'une bonne prise en charge. Exactement, exactement. J'ai donné l'exemple tout à l'heure par rapport au côlon. Si le programme, nous avons un programme bien écrit, bien organisé dans notre pays, on va donc faire un dépistage. Il y a des groupes qui sont des groupes à risque, certes, c'est-à-dire dans une famille où il y a déjà eu des cas de cancer du côlon, par exemple, on sait que les autres membres ont un peu plus de risques que les autres membres de personnes de la population générale de le développer. Chez eux, on va avoir un programme plus spécifique. Mais mettons qu'on dit qu'à 40-45 ans, il faut organiser un dépistage des cancers du côlon. Je donne cet exemple. Évidemment, chez eux, on a plus de chances de trouver des gens qui peut-être ont déjà des polypes. Le fait d'enlever leurs polypes, on va le mettre à l'abri de ces polypes qui auraient pu se cancériser derrière, parce qu'on l'enlève, on anticipe. Nous avons des groupes à risque comme ça. Quand on fait des mammographies pour le sein, la personne, ça veut dire que peut-être qu'il n'a rien lorsqu'elle se palpe elle-même. Mais si on fait sa mammographie régulièrement, tous les 2 ans, à partir d'un âge, on va dire 40-45 ans, on est susceptible donc de découvrir peut-être une boule, une tache qui débute au niveau un de ses seins, sans qu'elle n'ait senti quelque chose.
On va donc s'occuper de cette petite verrue, une petite boule, l'enlever. Ça permettra d'enlever un cancer peut-être précoce ou alors quelque chose qui aurait pu l'exposer à une maladie plus grave. Donc, dans tous les domaines, les spécialistes en urologie, pour la prostate, vous voyez, dans les maladies du sang, dans les maladies du poumon, chacun des domaines, on peut préciser quand et quoi on peut rechercher avant pour faire le dépistage avant et donc éviter de découvrir ou au stade de la maladie ou alors en tout cas au stade de la maladie précoce, éviter des cas graves. Voilà. Ok, là nous revenons maintenant dans votre spécialité puisque vous vous êtes présenté en tant que gastro-entérologue. C'est un mot un peu compliqué à prononcer, surtout pour nos téléspectateurs. Alors, est-ce que nous pouvons parler sur les cancers de l'estomac? Parce que là, ça touche quand même votre domaine. Expliquez-nous, c'est quoi les cancers de l'estomac? Les cancers de l'estomac, après l'explication que je viens de donner concernant tous les cancers, donc ça concerne tous les organes, ça concerne tous les âges, aussi bien les gens âgés. On sait que le cancer était considéré présent comme une maladie liée à l'âge, parce qu'il se développe grosso modo un peu plus à partir de 50 ans et plus. Mais nous savons très bien qu'il y a des cancers des jeunes. Par exemple, je vais revenir à l'estomac qui fait partie de ces cancers, mais nous avons des enfants qui développent des cancers. Il y a un bon service actif d'oncologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa, où nos collègues vous montreront les enfants qui sont pris en charge pour cela. Et c'est assez dramatique, parfois parce qu'on le découvre bien souvent trop tard. Donc ça pose problème. On a plein de cancers, par exemple du foie, qui sont liés à des infections liées à l'hépatite B ou à l'hépatite C. Grosso modo, ces gens, c'est entre 30 et 40 ans qui vont développer leur cancer. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est né au niveau d'une famille soutenue par la famille, il fait des études, il termine, à 30, 35 ans, il est installé professionnellement, et puis on lui découvre un cancer du foie, et très souvent quand on va le découvrir, c'est trop tard, peut-être 1 ou 2 ans après, il meurt. Vous voyez un peu l'investissement de la famille, vous voyez l'investissement de la communauté, parce que le pays contribue à la formation, à l'instruction, à la formation de ces personnes. Donc tout l'investissement s'écroule. Ça veut dire qu'il faut absolument s'organiser pour que cet investissement serve à la communauté. Alors le cancer de l'estomac n'échappe pas à cette règle. Et il y a un moment, puisque la paroi de l'estomac c'est comme un ballon de football. À l'intérieur, vous avez une couche, sa paroi, qui se renouvelle aussi régulièrement. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la peau. Comme les cheveux, nos cheveux tombent et repoussent. Lorsqu'ils gardent la même taille, en fait, on ne se rend pas compte de ça. C'est un phénomène de renouvellement constant. Mais la paroi de l'estomac aussi se renouvelle, tombe et se renouvelle. Et à un moment, cette machine peut se mettre en branle, en désordre, et occasionner une prolifération. Mais ce désordre peut être provoqué par beaucoup de choses. Ça peut se faire de façon naturelle. Ça, c'est la faute à pas de chance, génétiquement, au niveau de la famille, on peut faire cette prolifération brutale, brusque, qui dérègle la machine. Mais pour tous les cancers, il y a des facteurs intrinsèques liés à la personne, mais il y a des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire liés à l'alimentation, liés à son mode de vie. Est-ce que, par exemple, on fume? Est-ce qu'on prend du tabac? Le tabac est agressif. Donc là, vous parlez déjà des causes. Je parle de l'estomac, voilà. Ouais, les causes des cancers de l'estomac. Des facteurs qui peuvent favoriser ce dérèglement. Et donc, on va arriver à un moment, ça dérègle le renouvellement de la paroi et donc une prolifération. On va développer un cancer de l'estomac. On a aussi parmi les éléments qui peuvent le provoquer un microbe célèbre dont on parle de plus en plus, l'Helicobacter pylori, qui est un microbe qui est très fréquent dans nos estomacs, très fréquent, de l'ordre de 70 à 80% des adultes. Qui peut être soigné? Qui peut être soigné. S'il est dépisté à temps, il peut être soigné, mais s'il n'est pas dépisté à temps, dans ce groupe-là, pas tous, dans ce groupe-là, il peut fragiliser l'estomac et provoquer le cancer de l'estomac. Donc c'est un cancer qui est assez, en général, agressif, c'était ça votre question. Malheureusement qu'on découvre souvent en retard, très tard ici. Pourquoi? Parce que souvent les gens ont des douleurs de l'estomac et ils vont voir le docteur, ils vont voir le guérisseur ou leur oncle dans le quartier qui va leur parler des gastrites et ils vont être soignés des gastrites. C'est quoi ça une gastrite? On ne sait pas. Ça se trouve qu'il commence son mécanisme de prolifération, de cancérisation au niveau de l'estomac.
Donc, lorsqu'on a des douleurs de l'estomac qui traînent, au bout de 15 jours, 3 semaines, on a été soigné, ça ne passe pas, on doit voir un docteur. On doit voir un médecin. Et ce médecin-là, il va examiner les patients, il doit avoir des signes pour dire non, il vaut mieux aller voir un spécialiste. Plus tôt on prend en charge, mieux c'est, et ça va permettre d'épargner des vies. Quels sont les symptômes qui accompagnent les cancers de l'estomac, puisque nous en parlons? Alors, d'ordre général, c'est une très bonne question. Il faut savoir que les cancers, lorsqu'ils s'installent, d'ordre général, beaucoup n'ont aucun symptôme. Un des gros pièges est là. C'est là les plus grands dangers d'ailleurs. Voilà, parce que les gens pensent qu'il faut avoir des douleurs qui ne passent pas, des choses comme ça, vomir du sang. Non, ces signes peuvent arriver, mais ça arrivera en retard. Okay. Donc, premier message, c'est que les cancers, beaucoup de cancers n'ont pas des symptômes au départ. Donc, il y a un intérêt de voir son médecin, en tout cas à partir de 40-45 ans, de voir 1 ou 2 fois par an un médecin. Voilà. C'est le contrôle spécialiste, bien sûr. Mais même le médecin généraliste, qui lui doit avoir le flair d'orienter vers le médecin spécialiste s'il y a un problème. Le corps, c'est comme une voiture. La voiture, nous faisons des inspections, nous faisons des vidanges. 1 ou 2 fois par an. Pourquoi on ne fait pas d'inspection de vidange pour le corps humain? Alors que le corps humain a des pièces de réchange aussi. Ce qui est même plus grave, c'est que le corps humain, il y a beaucoup de pièces de réchange qu'on ne trouvera pas au marché. Donc il vaut mieux les entretenir. Donc on voit son docteur, plutôt que de dire je vais faire ma prise de sang 1 ou 2 fois par an, voyez un médecin. C'est le médecin qui vous dira quelle prise de sang que vous devez faire. Ça c'est le premier message. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maladies, quand ils démarrent, il n'y a aucun symptôme. Maintenant, au bout d'un moment, peuvent s'installer quelques symptômes. Par exemple, une gêne, simplement au niveau, puisque nous parlons de cancer de l'estomac, une gêne simplement, tiens, je mange, je suis rassasié très tôt. Ou bien quand je mange, j'ai un peu de douleur, ça se calme un peu, mais ça revient. Une douleur petit à petit qui s'installe, qui devient peut-être chronique. Vous commencez à perdre l'appétit. Et progressivement, avec le temps, vous perdez du poids, sans raison. Et dans certains cas, si on insiste parce qu'on n'a toujours pas vu le docteur, commence à faire que quand on a mangé, on a des nausées, voire on commence à vomir. Ou un jour, plus tard, tout ça c'est dans l'évolution, et il n'y a aucun ordre à ça. Ça peut arriver en rap ou arriver progressivement, on vomit ou des aliments, ou on vomit du sang. Voilà. Dans tout ce que j'ai cité et d'autres signes, un médecin avisé, quand on va lui dire ça, il y a des signes qui vont l'alerter. Et quand il va examiner le patient, il va se rendre compte qu'il y a des particularités, peut-être en palpant le patient, et il va l'orienter. Voilà, c'est ce que je voulais dire comme deuxième message. Ne négligeons pas les symptômes qui traînent. Vous avez des douleurs d'estomac, comme on dit, j'ai une gastrite, souvent on va vous prescrire des médicaments pour l'estomac, et les gens disent, ah oui, ça c'est ma gastrite. Quand j'ai ça, je prends tel médicament, tel calmant, et tout ça, ça passe. Je ne cite pas pour faire la pub, mais si ça traîne, vous êtes obligé de prendre des calmants régulièrement, voyez un médecin. En médecine, ce qui est plus important, c'est le diagnostic. Quand vous avez des symptômes qui traînent, on doit vous dire, c'est lié à quelle maladie. Et une fois qu'on sait c'est quelle maladie, on peut prendre le temps de se soigner, voire même soi-même à la maison. On connaît le diagnostic. Prenez pas des risques de vous auto-soigner longtemps sans savoir ce que vous avez. Voilà. Y a-t-il des examens appropriés pour que, quand peut-être les malades viennent se présenter auprès de vous, il y a des examens appropriés? Il y a des examens très simples, appropriés et qu'on peut faire dans notre pays. Voilà. Le troisième message. On pense toujours que c'est compliqué, chez nous on ne peut pas. Si, on peut. Il y a la jeunesse qui est là, des gens qui apprennent, et qui apprennent très vite. Le Congolais est compétent. Il faut le mettre dans des conditions de confiance, de bonnes conditions de travail. En tout cas, ne pas se dire qu'on ne peut pas me prendre en charge dans mon pays. Non, il y a des choses qui se font dans notre pays. Pas que dans notre domaine, la gastroentérologie, dans tous les domaines de la médecine. Voilà. Soyons réveillés. Le simple retard parfois d'aller voir un médecin peut vous coûter la vie. La même maladie, la même douleur que vous laissez traîner 3 mois, par exemple, peut-être que 3 mois plus tôt, on va découvrir cette maladie qu'on va traiter et guérir, et 3 mois plus tard, on va découvrir la maladie, mais c'est trop tard, on ne peut plus guérir.
Vous voyez, il y a des outils simples. Quand vous venez en consultation, le médecin vous pose des questions simples, vous examine. Après, rien qu'à la consultation, déjà, il peut, allez, je vais exagérer, dans 8 cas sur 10, il peut savoir déjà si vous avez un problème comme ça. Éventuellement, la consultation simple, complétée par une échographie. Après, il va planifier, il va vous dire, il faut faire un examen en complément. En général, c'est une endoscopie. Dans quelques cas, on peut faire une radio. Une radio, c'est-à-dire on vous fait boire un produit comme du lait, et on fait des photos pour voir l'intérieur. Tous ces examens dont j'ai parlé sont réalisés et de façon rapide et sécurisée dans notre pays. On le fait ici comme on le fait dans tout pays organisé ou qui a des moyens. Voilà, on voit. Et quand on a un cancer de l'estomac qu'on a trouvé, on vous dit il y a un cancer ou pas. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas de... Voilà, on ne sait non, mais pas... c'est parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un cancer, quelqu'un voit directement la mort. Ça, c'est une 4e erreur. On va continuer à le dire. Ouais. 4e erreur. Non, dans notre pays, c'est ce qui se passe. Exactement. Quand on parle cancer, c'est toute la famille qui est mobilisée. On dit, c'est fini pour lui. Vous avez raison. Mais je vais juste compléter votre phrase. Quand on vous parle de cancer, virgule, parce que souvent, les gens consultent en retard. Point. Mais pourquoi ils consultent en retard? On va en parler. Parce que plus on traîne avec un cancer, vous vous rappelez de l'image, de la prolifération, de la multiplication des cellules? Mais plus on traîne, plus la boule qui faisait 1 cm un mois avant, un mois après, il fait 2 cm, un mois après, il fait 4, parce que ça fait exponentiel. Voilà. 4, 16, 64, ainsi de suite. Le temps est un facteur important dans la prise en charge du cancer en général et de l'estomac également. Voilà, le temps. Parce que nous luttons contre une maladie qui se multiplie, qui veut nous doubler en vitesse. Okay. Alors, donc quand les patients, en général, on va vous dire que dans 2 tiers de cas, le cancer, en général, est curable. Okay. Vous m'avez entendu? 2 tiers de cas. Ça veut dire que la plupart des cancers, on le voit, on les traite, on les guérit. Et je vous assure que même dans notre pays, il y a des cancers que nous découvrons, même pas seulement en maladie digestive, même dans d'autres comme cancers, maladie du sang. J'ai parlé hier avec un collègue qui s'occupe des cancers du sang, d'un patient, on est heureux de constater qu'il répond très bien au traitement. Voilà. Et je parle bien de guérison pour beaucoup de patients. Je ne parle pas de suspension ou ce qu'on appelle les rémissions. Il y a des gens, on découvre une boule, certains cas, on le fait opérer, on enlève la maladie, c'est terminé. Voilà. Alors pourquoi chez nous? C'est ça votre question. Pourquoi chez nous, souvent comme ça, le mot sonne encore mal? Ça fait peur. Exactement. D'abord, savoir que le cancer existe. Donc, dans nos traditions, on en parle de plus en plus maintenant. Mais avant, le cancer, ça n'existait pas. Hein? Ça existe chez nous. D'abord, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas chez nous, ça existe chez les autres. Mais selon les constats, certaines personnes disent que quand nous allons dans les années 80, les années 85, 88, montées jusqu'à 90, on n'en parlait pas trop. Qu'est-ce qui peut expliquer ces pourcentages croissants aujourd'hui? On en parle quand même régulièrement, les cas de cancer, il y a beaucoup de cas de cancer. Qu'est-ce qui explique cette... Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais il y a en particulier la formation des médecins. Parce qu'on on trouve que c'est qu'on cherche. Okay. Donc à l'époque, on ne cherchait pas? On ne cherchait pas assez, je n'hésite pas de le dire. Ok. Je sais pas, donc il y avait des cas. Parce que pour chercher, il y avait des cas. Beaucoup de cas, mais qu'on ne pouvait pas savoir que c'était des cancers. Fièvre typhoïde, alors que c'est autre chose. Oui, je vous mets à l'aise. Parce que le médecin doit en avoir la formation, doit en avoir le moyen pour aller au bout du diagnostic. D'accord? Il y a cet élément-là. Je n'ai pas honte de le dire, nous avons une part de responsabilité. Mais il y a également la population qui, entre guillemets, gagne de l'âge au fur et à mesure. Vous savez, quand les années que vous avez citées, les années 80, moi 80-90, j'ai perdu un frère. Il avait 49 ans et demi. À l'époque, on avait l'impression qu'il était très âgé. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on nous appelle vieux, quand on a 50 ans dans notre pays, c'est signe de respect. Mais ça avait aussi une connotation d'âge. 50 ans paraissait âgé. Les gens vivent de plus en plus longtemps, de plus en plus âgés, y compris chez nous. Même si l'espérance de vie reste encore faible chez nous, mais vous trouverez facilement des gens de 70 ans, 80 ans. Bien. Je vous ai dit tout à l'heure que, grosso modo, le cancer
c'était une maladie liée à l'âge. Il y a les enfants, mais plus on avance en âge, plus on trouve certains types de cancers. Ça explique aussi que certains nombres de cancers, on les découvre de plus en plus maintenant qu'aux années 80-90. Mais surtout, là, de plus en plus, on cherche, on va au bout des choses. Quand quelqu'un a des symptômes, on ne s'arrête pas à dire qu'il a du sang dans les selles, il a une anémie. On ne s'arrête pas à dire que c'est les vers des intestins, qu'il a une anémie chronique. On va examiner et on se rend compte que dans beaucoup de cas, ça n'a rien à voir avec les vers des intestins. Les jeunes sont là, les médecins sont là pour aller au bout des diagnostics. Mais que dites-vous pour les personnes qui disent par exemple que non, c'est par rapport à l'alimentation, ce qui a fait qu'il y a eu vraiment beaucoup d'évolution. Les gens de l'époque ne mangeaient pas comme nous mangeons aujourd'hui. Il n'y avait pas assez de supermarchés comme nous les avons aujourd'hui. Il est vite fait et qu'on sort. Est-ce qu'il y a ces facteurs-là aussi liés? C'est parmi les facteurs que j'étais en train d'énumérer tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une occidentalisation de nos habitudes. Okay. Vous voyez, on connaît pour certains un cancer quels sont les facteurs qui sont des facteurs favorisants. On sait grosso modo, par exemple, qu'une alimentation riche en viande expose plus au cancer. En tout cas, elle est moins protectrice en cancer qu'une alimentation riche en légumes. Okay. Or, on sait qu'en Afrique, on est riche en légumes. Continuons nos habitudes. Nous avons nos petits jardins derrière, nos champs, nos parents y allaient, les fruits et légumes. On ne va pas me dire que ça banque en Afrique. Ça protège des cancers, grosso modo, des cancers. Grosso modo, il y a des études qui ont été faites pour certains cancers plus spécifiques que d'autres. Oui, donc le fast-food, manger plus les aliments qui sont en conserve globalement, protège moins ou plutôt expose, on va dire, plus au cancer qu'une alimentation saine. Le bio, c'est quand même mieux que l'alimentation rapide. Les habitudes alimentaires jouent effectivement. Le mode de vie, le stress, ceux qui font moins de sport, moins d'activité physique, il est démontré que ça a un impact négatif par rapport au cancer. Les gens qui ont le surpoids, vous voyez, les présos, il va avoir le tour de taille qui fait 4 fois plus, voilà, c'est bon le préso dehors, mais dedans, on développe des maladies. Donc si on peut, ce n'est pas pour indexer les gens qui ont un excès de poids, parce que la plupart d'entre eux n'ont rien fait pour ça, mais il faut savoir que c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter. L'excès de poids, l'obésité, il est démontré un parallélisme entre ça et le développement de certains types de cancers. Donc oui, beaucoup d'éléments agissent en fait, parce que c'est très simple de dire qu'il a fait son cancer parce qu'il fait ça. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Mais puisque vous parlez des cancers d'estomac, là les facteurs sont très bien connus. L'alimentation va jouer. Celui qui prend du café à longueur de journée, les boissons chaudes, le tabagisme, l'alcool c'est un facteur de cancer d'estomac. Le tabac, c'est un facteur de cancer d'estomac, aussi bien l'estomac que les bronches, les poumons, on le sait. Et puis après, il ne faut pas qu'on indexe toute personne qui est atteinte de cancer d'estomac ne veut pas dire qu'il y a des problèmes dans ses habitudes. Il y a des cancers qui sont liés à la famille. Donc la famille a une prédisposition à faire cela. Alors s'il y a une prédisposition et qu'en plus il y a d'autres facteurs qu'on rajoute nous-mêmes, vous voyez comment c'est grave. Voilà, donc c'est toujours multifactoriel. Et en tout cas, à partir du moment qu'il y a un dans la famille a été atteint, jeune, ça doit déclencher des dépistages pour les autres, pour les protéger. Merci beaucoup, professeur. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous reviendrons. Nous allons nous arranger pour revenir. Juste en une minute, un petit mot pour clôturer ce que nous avons parlé aujourd'hui. Alors, je ne peux pas clôturer cette émission sans dire quelque chose de très important qui se passe dans notre pays actuellement par rapport au cancer. Vous savez que j'avais fait un travail que j'avais publié il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, je disais que c'est quand même dramatique notre pays, environ 80 millions d'habitants. Il y a des cancers qui augmentent de plus en plus et dans l'arsenal de prise en charge de cancer, nous avons un des moyens qui s'appelle la radiothérapie, c'est-à-dire faire des rayons dans certains types de cancers, par exemple les cancers du sein. Dans beaucoup de cas, lorsqu'on le traite, on a besoin de faire de la radiochimiothérapie en plus de la chirurgie. Radiochimiothérapie, ça veut faire des rayons qui va faire fondre la boule comme une glace, vous voyez, et on traite dans les meilleures conditions. Il y a 2 ans. Depuis 2 ans, maintenant, bientôt 2 ans, nous avons un appareil dans notre pays. Le centre Nganda Dr Soulou dispose d'un appareil de radiothérapie. C'est important qu'on le sache. C'est important qu'on le sache pour notre pays,
Mais vous savez, pour toute l'Afrique centrale, c'est le seul appareil. Hein. Donc, dans l'émission, je disais, il en faudrait 1 pour 2 millions d'habitants. J'avais fait un calcul, comme nous sommes 80 millions, il nous en faudrait 40. Et à l'époque, nous n'en avions que 0. Hein. Donc, maintenant, on en a 1. Donc, c'est bien, c'est très bien, il faut le féliciter. Le deuxième point que j'allais dire, c'est que nous déplorions depuis des années, je fais partie de la LINAC, que nous n'ayons pas un programme national de lutte contre le cancer. Parce que pour que tout le monde soit tous azimuts autour de cette lutte, il faut déjà que le pays s'organise, les autorités s'organisent, mettent en place ce plan d'organisation. Eh bien, depuis très peu de temps, hein, nous disposons maintenant de ce qu'on appelle les CNLC, les Centres nationaux de lutte contre les cancers, officiellement créés, et dont d'ailleurs le directeur national est un ancien celui qui était le président de la LINA, qui encore il y a quelques semaines, le professeur Leboisé. Ces deux choses ont l'air de rien, mais sont très importantes parce qu'ils rentrent dans l'organisation de la prise en charge du cancer. Et j'espère que parmi nous, chacun de nous, dans le coin où il est, se reverra, se sensibilisera pour cela, parce que c'est ça le slogan. Le cancer, je m'engage, j'y vais, et j'essaie de sensibiliser autour de moi. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi à l'assistance, vous tous qui avez assisté. Et nous vous promettons que nous reviendrons encore vers vous parce que nous avons encore besoin des informations. Et au revoir, chers téléspectateurs. Merci beaucoup.